Je vais accueillir notre journaliste Valentin de l'Aide du musicien qui va modérer cette table. On est très heureux, vraiment fondamental, de manière forte, de l'échange qu'on a depuis des années avec l'Aide du musicien pour vraiment parler des questions et des enjeux de l'enseignement artistique en France et de manière plus large dans le monde. Je vous donne la parole. Vous êtes dans de bonnes mains. Merci. Merci. Je vais déjà inviter les différents intervenants à venir sur scène avec moi. Merci. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette table ronde dans laquelle nous allons parler des enjeux éthiques et de la citoyenneté au sein des établissements d'éducation artistique en France. Alors ça a déjà été évoqué auparavant, on va expliquer ce que tout ça veut dire avec les intervenants que je vais présenter très prochainement. Mais avant ça, je voulais faire un petit rappel, car tous ces enjeux éthiques ils sont maintenant inscrits dans le SNOP, le Schéma national d'orientation pédagogique en 2023, ça aussi on l'a déjà dit. Et donc tout ça indique la marche à suivre pour les établissements d'enseignement artistique sur ces questions-là. Et donc notamment en termes de droit culturel. Alors ça veut dire que ça incite les conservatoires à repenser l'accompagnement des élèves et des familles en prenant en compte leur avis pour qu'ils soient plus directement impliqués dans la vie des conservatoires. Il y a également les questions d'inclusion qui sont dans cette dimension éthique. C'est-à-dire que les conservatoires sont tenus d'accueillir les personnes en situation de handicap en proposant des formations aux professeurs et avec l'identification d'un référent handicap au sein du personnel et donc avec des aménagements selon les besoins particuliers des élèves, qu'ils soient en situation de handicap cognitif, mental, psychique, sensoriel, moteur ou dans le cas de maladies invalidantes. Et il y a aussi toute une dimension de lutte contre les discriminations et les violences, notamment les violences et harcèlements sexistes et sexuels, dont on va parler dans cette table ronde, avec l'identification de référents au sein des conservatoires en charge de recueillir la parole des éventuelles victimes et de les orienter vers un protocole ou un service d'écoute et de prise en charge. Alors tout ça doit être inscrit dans une charte éthique qui est propre à chaque établissement. On va en parler aussi, et donc qu'il s'engage à respecter. On va avoir un certain nombre de questions, notamment est-ce que cette inscription dans le SNOP des questions éthiques change concrètement les choses sur le terrain ? Est-ce que ça fait évoluer les consciences sur les discriminations, les VHSS et l'inclusion ? Et est-ce que les droits culturels sont vraiment généralisés dans les conservatoires ? Et enfin, comment les conservatoires s'inscrivent dans un processus plus large d'éducation artistique et culturelle, l'EAC. Alors pour répondre à toutes ces questions, nous avons autour de la table Irène Basilis. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes haute fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations au ministère de la Culture. Marianne Blaillot. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'association Orchestre à l'école. Alain Baldocchi, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FFEA et directeur du Conservatoire de Cannes. Et enfin, Marie-Claire Martel, au bout de la table. Vous êtes présidente de la COFAC, la coordination des fédérations et associations de culture et de communication, et vice-présidente du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Donc nous allons débuter par une présentation de chacun dans un tour de table pour savoir un peu votre positionnement sur ces questions éthiques et ce que vous observez, évidemment. Déjà, peut-être pour commencer, Alain Baldocchi, quel a été le rôle de la FFEA sur les questions éthiques dans cette nouvelle version du SNOP ? Et est-ce que vous observez concrètement des évolutions sur le terrain ? Je vous laisse prendre le micro.
Alors, le rôle de la FFEA a été très clairement énoncé tout à l'heure dans l'intervention de M. Brahim, à savoir que nous avons participé aux réunions d'élaboration du schéma. Et il y a eu plusieurs versions de ce schéma avant la version que nous connaissons aujourd'hui. Et notamment, donc, évidemment, on avait apporté nos remarques en tant que fédération, au même titre que d'autres associations à caractère professionnel, sur l'intégralité du document et forcément sur aussi les enjeux éthiques. Donc le rôle de la FFEA, en fait, en quoi il s'est construit, je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que d'abord, ce sont des sujets qui ont toujours été au cœur de la réflexion, et parce qu'en fait, la FFEA, je pense, c'est une association qui est en lien avec son époque. Et donc, quand on est dans une époque où, depuis longtemps, on a une somme de textes qui sont à caractère législatif, réglementaire, etc., sur l'inclusion, sur les droits culturels, sur l'égalité homme-femme, et j'en passe. Enfin, il y a un corpus qui est extrêmement conséquent. Donc ce texte, le SNOP, s'inscrit complètement dans son époque. On a vécu l'époque MeToo aussi, etc. Voilà, avec un certain nombre de choses qu'on a vu apparaître aussi et qui ont été dénoncées dans le milieu artistique, d'une manière globale. Et donc c'est déjà, voilà, la FFEA a toujours été dans son rôle à accompagner en fait cette évolution. Et donc je dirais, quand on arrive avec ce texte à commenter, je pense qu'on peut dire que l'ensemble des acteurs autour de la table de la FFEA avaient un regard, pour ne pas dire une expertise, sur la question. Voilà, on a bien pris en compte aussi, surtout maintenant, comment accompagner en fait cette évolution, et notamment après la publication du texte, qu'est-ce qu'on en faisait à travers à la fois donc des tables rondes qui se sont tenues dans nos différents congrès. On avait parlé il y a 2 ans des droits culturels, on avait parlé aussi de tout ce qui était à travers les défis FEA par exemple, on avait récompensé aussi un certain nombre d'actions en faveur de l'inclusion. Donc il y a eu beaucoup d'actions en fait, qui ont été faites, et je pense qu'à travers ces congrès, à travers le fait de récompenser des actions, eh bien, on a ainsi une façon de voir l'enseignement artistique. On continue ce travail avec le ministère de la Culture, d'ailleurs. On va être aux côtés du ministère de la Culture, des agents du ministère de la Culture pour continuer ce travail-là. Et voilà comment on agit un peu au quotidien. Pour votre deuxième partie de la question, comment est-ce que ça s'infuse en fait dans les pratiques? Alors, les conservatoires, je dirais déjà, on va leur rendre hommage. Ils n'ont pas forcément attendu non plus la publication du SNOP pour commencer à travailler sur ces questions-là, heureusement. Donc, je dirais qu'il y a une adaptation aujourd'hui pour certainement beaucoup des directeurs que nous sommes ici, des différents textes pour les inclure. En fait, c'est un travail qui est vraiment un work in progress, si vous me permettez un anglicisme. Merci beaucoup. On va passer à Marianne Blaillot. Donc l'association Orchestre à l'école, justement, elle fait le lien entre les conservatoires et les écoles, ce qui permet à un certain nombre d'enfants éloignés des conservatoires d'apprendre un instrument de musique par la pratique collective. Est-ce que ce type de dispositif d'éducation artistique et culturelle se développe ces dernières années en France? Qu'est-ce que vous observez? Alors, oui, de fait, et c'est un long processus, l'éducation artistique et culturelle, et effectivement, maintenant, on le sent ancré dans beaucoup d'établissements d'enseignement artistique. Mais le propre de l'éducation artistique et culturelle, c'est la collaboration. Donc pour le cas d'Orchestre à l'école, c'est la collaboration entre les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement artistique, l'éducation nationale pour le montage du projet, puis la collaboration entre tous les professeurs du conservatoire qui vont être impliqués et qui vont devoir travailler en équipe, mais aussi co-construire le projet avec l'éducation nationale en prenant les objectifs de chacun et en essayant de faire en sorte que l'épanouissement de l'enfant étant au centre, chacun retrouve quand même ses propres objectifs. La collaboration avec les parents, puisque les enfants amènent les instruments à la maison pendant 3 ans, et que les parents peuvent entrer dans l'école et renouer un dialogue parfois, ou en tout cas avoir un dialogue différent avec l'éducation nationale.
mais aussi la collaboration avec les autres structures culturelles du territoire, puisque un orchestre-école va aller jouer dans les salles du territoire, en interdisciplinaire aussi, on peut travailler en comédie musicale avec des acteurs de théâtre, en danse. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est un projet orchestre à l'école, mais c'est pour moi le cœur de l'éducation artistique et culturelle, c'est d'articuler le rôle de chacun sur un territoire et dans le pays en général au service de l'enfant. Donc, j'adhère totalement à tout ce qui s'est dit dans la table ronde précédente. Et en fait, ça se développe effectivement de plus en plus, mais c'est des projets qui ne sont pas simples à mettre en place. Ça nécessite effectivement que tout le monde s'engage, que tout le monde ait envie de le faire et soit volontaire. Et comme pour être professeur, il faut en avoir envie, il faut le choisir. Et il faut aussi et du coup, comme s'il y a tous les objectifs de tout le monde qui entrent en jeu, ça apporte des bienfaits qui sont bien plus larges que d'apprendre la musique à un enfant, ou que ça permet à chacun de trouver sa place dans la société, de collaborer. Et donc ça répond à des problématiques bien plus larges que l'éducation. Pour moi, l'éducation artistique et culturelle, quel que soit le domaine dans lequel ça agit, que ce soit dans n'importe quelle discipline, c'est l'addition de tous ces projets qui font qu'on répond en prévention à beaucoup de fléaux. Quand on crée de l'empathie dans une classe au travers d'un orchestre. Et on va y revenir. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est à la fois, ça se développe, et à la fois, parce que c'est compliqué à mettre en place et qu'on ne cerne pas toujours l'ensemble des bienfaits et tous les coûts évités par ce genre de projet, c'est un peu en fragilité. Surtout dans les périodes de restrictions financières au niveau des collectivités et au niveau de l'État. Merci beaucoup. Je viens à vous, Irène Basilis. Vous vous occupez au sein du ministère des questions d'égalité, de diversité et de prévention des discriminations, donc pas seulement dans le domaine de la musique. Comment ces enjeux éthiques ils sont pris en compte dans le secteur culturel aujourd'hui, et où en sont les établissements d'enseignement artistique sur ces questions-là ? Alors effectivement, vous avez raison, je ne suis pas seulement axée sur les questions de musique, mais pas seulement axée sur les questions de spectacle. C'est vraiment sur l'ensemble du périmètre du ministère que mon intervention est attendue, à la fois en interne, auprès des agents du ministère, parce qu'il faut d'abord balayer devant sa porte, évidemment, et aussi en lien avec l'ensemble des acteurs. Et pour moi, la question du lien est extrêmement importante et du dialogue est extrêmement importante. Alors moi, j'ai quand même de la chance, parce que quand j'arrive quelque part, j'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui me dit... Moi, je suis pour les discriminations et je suis pour l'inégalité entre les femmes et les hommes. Le problème, c'est après. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit « oui, bien sûr », le problème est plutôt après. Et c'est un peu la même chose avec les violences, puisque, effectivement, personne ne m'a jamais dit « non, mais moi, je suis pour les violences ». Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut développer. La ministre, l'année dernière, a annoncé un plan de lutte contre les violences, harcèlement sexuel et sexiste, parce qu'elle était engagée sur le sujet, mais aussi parce qu'il y avait en même temps une commission à l'Assemblée nationale qui ne cessait de dérouler des auditions toutes plus terribles les unes que les autres sur les témoignages apportés d'adultes qui parfois avaient été des enfants, ou d'adultes qui parfois avaient eu des premières expériences professionnelles assez édifiantes. Donc effectivement, il était urgent d'agir, et même si MeToo date un peu, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et je pense qu'il faut quand même que je plombe un peu l'ambiance avec des chiffres. Aujourd'hui en France, tous les ans, il y a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes, sexuelles surtout, et 77% de ces violences sont commises dans le cadre familial. Il y a aussi 24% des adultes aujourd'hui qui déclarent avoir été victimes de violences graves dans leur enfance. Voilà, c'est ça les chiffres. Je pourrais vous donner des chiffres, évidemment, concernant les femmes et les hommes, mais quand même 85% des victimes de viol sont des femmes.
Et par ailleurs, je pourrais aussi vous donner des chiffres sur le harcèlement scolaire. Voilà, on est dans une société qui n'est pas forcément plus violente aujourd'hui, mais qui, heureusement, tolère moins ce qui se passe dans la famille à huis clos, qui tolère moins que les enfants n'aient pas la parole pour dire ce qu'ils ont vécu. Donc il faut être face à ça, il faut être prêt à faire face à ça. Alors, pour répondre quand même plus directement à la question, effectivement, ce qui est très important, c'est la prise en compte et la prise de conscience qui est nécessaire, pas seulement dans le milieu culturel, mais dans tous les milieux professionnels. Et je ne vous fais pas un dessin avec les affaires récentes qui ont pu concerner des mineurs, mais effectivement, il y a un point de fragilité très fort par rapport aux mineurs, parce que souvent les mineurs vont normaliser et encore moins parler, encore moins dire ce qu'ils vivent que les adultes qui déjà ont du mal à parler. Tout un chacun a de toute façon tendance à minimiser les faits parce qu'il y a presque une survie à ne pas dire les choses à la hauteur de la gravité des choses, puisque effectivement l'être humain se protège aussi lui-même de ce qu'il vit. Donc on peut après aborder un certain nombre de notions psychologiques qui s'expliquent pour faire face à ces violences. Et donc, il est très important, effectivement, qu'il puisse y avoir une prise en compte et une réalité de prise en charge des secteurs professionnels, parce que ce n'est pas le ministère de la Culture qui va dire ce qu'il faut faire. C'est la loi qui dit ce que c'est qu'une agression, ce que c'est qu'un harcèlement, ce que c'est qu'un viol, et qui va dire aussi, à un moment donné, comment il faut punir et sanctionner ces faits. La loi, c'est la loi pénale, mais c'est aussi le droit du travail et c'est aussi la responsabilité d'organisateurs, d'organisatrices qui, à un moment donné, sont face à des faits qu'il faut savoir, d'une part, détecter et d'autre part, traiter. Donc, effectivement, il y a un intérêt à avoir une intelligence collective par rapport à ça, parce que chacun, dans son domaine, a des spécificités, peut mettre en place certaines dispositions. On ne s'adresse pas de la même façon à un salarié et à un bénévole. On ne s'adresse pas de la même façon à un mineur et à un adulte. Donc, il est très important que tout le monde, dans la chaîne de responsabilité, prenne sa place, y compris les témoins d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la responsabilité d'eux qu'on n'a pas son rôle à jouer, puisque le droit pénal dit aussi qu'il y a une infraction de non-assistance à personne en danger. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc en fait, il est très important que ces questions soient prises en charge. Les discriminations, j'allais dire, c'est pareil, mais c'est pas complètement pareil. Ce qui est extrêmement important dans les discriminations, c'est de voir le côté positif de l'autre face de la pièce, c'est-à-dire comment inclure mieux. Alors évidemment, il y a des lois, là aussi, notamment qui concernent l'inclusion des personnes souffrant de handicap, et on sait qu'aujourd'hui, le spectre du handicap est extrêmement large, et qu'il y a aussi des troubles qui ne sont pas aujourd'hui toujours déclarés, mais qui font partie aussi d'une diversité de sensibilité et d'approche, et d'une diversité de perception du collectif ou du monde. Donc il y a cette question effectivement du handicap, mais il y a aussi toutes les questions qui ont été évoquées d'ailleurs, hein, de diversité qui doit aussi permettre une inclusion à la fois de personnes qui ne sont pas de la même origine sociale, qui ne sont pas de la même origine ethnique supposée ou réelle, qui ne sont pas qui n'ont pas forcément accès, y compris géographiquement, aux mêmes services publics que d'autres. Et il y a une nécessité de se poser la question de façon assez large. Il y a 26 critères de discrimination qui sont identifiés par la loi et par le défenseur des droits. Évidemment, la plupart de ces critères n'ont rien à faire ici. Parce que, par exemple, il y a un critère, c'est la domiciliation bancaire. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit, quand on loue un appartement à quelqu'un, de refuser ce locataire parce qu'il aurait une domiciliation en Guyane, par exemple. Ça va assez peu vous concerner. Par contre, il y a énormément à faire pour diversifier, évidemment, et c'est aussi un travail de l'éducation artistique, et pour permettre aussi à des personnes différentes d'enrichir quelque part la capacité à faire collectif et à produire aussi du sens au niveau des pratiques artistiques. Oui, ça me fait justement la transition avec la question que j'avais posée à Marie-Claire Martel sur cet accès à l'éducation artistique. Vous, donc, pour rappel, vous avez été rapporteur pour le Conseil économique, social et environnemental d'un rapport intitulé « Vers la démocratie culturelle » qui est paru en 2017. Est-ce que ces enjeux éthiques,
ils sont importants pour avoir plus de démocratie dans la culture et donc inclure plus de gens notamment? Bon, alors, vu l'heure, je vais vous répondre oui. Et puis c'est bon. Et ben, en fait, non, je ne vais pas vous répondre oui. Je pense qu'il faut reposer peut-être le cadre. On parle beaucoup on utilise des mots, je ne suis pas sûre qu'on mette tous le même sens derrière. Donc déjà, les droits culturels, redéfinissons très rapidement les droits culturels. C'est donc dans le respect de la diversité culturelle. Les droits culturels, en termes de politique culturelle, s'expriment quand la création est libre, la diffusion est libre, la pratique est libre, et quand l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques culturelles sont libres. Donc ça, c'est la définition dans les politiques culturelles, parce que de toute façon, les droits culturels, c'est un droit fondamental, comme les autres droits fondamentaux, donc il s'applique aussi aux politiques culturelles, mais il s'applique à toutes les politiques. Quand on dit démocratie culturelle, on parle de personnes. Alors cette fois, on parle plus, alors surtout pas d'habitants, on parle surtout pas de public, on parle pas de personnes passives, on parle de personnes actives dans leur culture. Donc on va parler des amateurs, on va parler de ce qu'on fait là aujourd'hui tous ensemble, c'est-à-dire de cette formidable loi 1901, de loi des associations. On parle par exemple aussi des syndicats, on parle de personnes qui sont actives soit dans la pratique artistique et culturelle, soit dans les politiques culturelles. C'est ces deux volets qui constituent la démocratie culturelle dans vos conservatoires. La démocratie culturelle, elle s'exprime dans les associations de parents, elle s'exprime dans les orchestres que les élèves peuvent monter eux-mêmes ou dans les ensembles, elle s'exprime dans les associations d'élèves. Donc, il y a plein d'endroits où elle peut s'exprimer, évidemment, autour de la table du conseil d'administration, quand la diversité des parties prenantes est accueillie. Mais si on se demande finalement ce que c'est que l'éthique, quand on a eu cette discussion, je me suis vraiment reposé la question, parce que l'éthique, ok, c'est la morale. Pour faire très schématique, c'est la morale. Mais quelle morale? Des morales, il y en a plein de sortes. Or, on est quand même dans un cadre du service public, donc d'une forme de morale républicaine. Et ce qui est très frappant, c'est que finalement, les 4 piliers de l'éthique, qui sont le respect, la justice, la responsabilité et l'intégrité, on pourrait les traduire immédiatement par une des valeurs de la République. Et donc, si on parle par exemple du respect des personnes, respect des identités culturelles, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté des modes d'expression, des registres, peu importe, liberté de créer, liberté de participer, cette liberté-là, elle s'exprime dans plein de dimensions tout au long de nos semaines de conservatoire. Mais sans ce respect de la liberté, elle devient totalement théorique, en fait. Et les publics deviennent invisibilisés, intimidés, discriminés. Cette question du respect des personnes, elle est vraiment au cœur de nos pratiques. Et une démocratie culturelle, elle exige un espace où chacun est respecté, en fait. Donc ça, c'est le premier pas, c'est cette question de liberté. La deuxième valeur, c'est la valeur de justice, qu'on peut traduire immédiatement par une valeur d'égalité. Alors, égalité homme-femme, égalité devant les problèmes de la vie, inégalité sociale, prise en compte des inégalités sociales. Vous avez quasiment tous des tarifications au coefficient familial ou approchant. Inégalité d'accès aux moyens de production, de diffusion. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont aussi au cœur. L'égalité républicaine, elle n'est pas seulement formelle, en fait. Pour qu'elle devienne effective, elle demande un travail qui est aussi réalisé dans les établissements publics. Et cette justice-là, c'est vraiment le principe de base qui permet qu'on peut arriver à cette égalité. Et donc, la démocratie culturelle, elle nécessite une espèce de redistribution
équitable, des moyens symboliques. Tout à l'heure, David évoquait Bourdieu. On est aussi dans le symbolisme et l'égalité des moyens symboliques, mais pas seulement, aussi des moyens matériels et institutionnels. La troisième valeur, c'est la valeur de responsabilité, qu'on peut évidemment traduire par celle de fraternité. Cette responsabilité éthique, elle implique de reconnaître la culture comme un bien commun qu'on fabrique ensemble. Et cette question-là, elle est vraiment au cœur des questions de transmission et des questions de création qui sont aussi à l'œuvre dans les conservatoires. Et c'est pas une simple solidarité affective, c'est pas je t'aime bien, c'est pas ça. C'est un engagement actif pour créer des ponts, créer du commun et créer finalement cette capacité à vivre ensemble. Le quatrième pilier, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, elle peut s'exprimer dans nos conservatoires, sur les concours d'entrée, sur la notation des élèves, sur évidemment le respect du corps. Avant de te toucher, je te pose la question, est-ce que je peux te toucher ? Cette question de l'intégrité, elle est évidemment extrêmement importante. Et pour finir, cette intégrité, finalement, elle exprime la confiance démocratique. Et cette confiance démocratique, c'est la condition absolument nécessaire pour construire une république. Parce que si on n'a pas confiance les uns dans les autres, mais aussi dans les personnes qui nous représentent, eh bien, ça, c'est absolument pas possible. Et la crédibilité des institutions culturelles, s'il n'y a pas d'adhésion des citoyens, elle est impossible. Merci beaucoup pour cette introduction chacune. Je reviens vers vous, Alain Baldocchi, par rapport à ce que vient de dire Marie-Claire Martel sur les droits culturels. Comment est-ce qu'on les applique concrètement dans les conservatoires ? Alors ça va être très compliqué de répondre à ça. D'abord parce que très sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas tout à fait de données collectées sur la question. Pour autant, à travers les discussions que nous avons, on identifie un certain nombre de tendances. Notamment qui peuvent s'exprimer à travers soit la façon dont on présente les dispositifs ou la façon dont ils s'appliquent dans la conformation des conservatoires. On parlait par exemple tout à l'heure, ne serait-ce que du fait qu'à un moment, certaines disciplines qui étaient considérées comme des non-musiques, entre guillemets, ou des non-esthétiques, ont intégré en fait le champ disciplinaire et c'est répondre en quelque sorte à une attente d'un public. Et dans ce cas-là, on a je dirais une élévation de la perception qu'a le public de ce qui est à apprendre dans l'intégration des établissements. Et il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là dans les conservatoires. C'est aussi, on parlait justement de la façon dont les jeunes qui fréquentent nos établissements vont s'emparer eux-mêmes d'une façon de gérer un projet, par exemple. Et j'ai eu dernièrement des contacts avec certaines personnes qui expliquaient que ça pouvait même être sur la communication du conservatoire, où ils s'emparaient eux-mêmes de la communication et avec un cadre à respecter, effectivement. Mais si on leur donne les clés, justement, l'expérience montrait qu'a priori, il n'y avait pas de débordement, bien au contraire. Et c'était quelque chose qui était pris en charge par eux et ils étaient les mieux placés pour en parler. Et ça fait partie en fait de cette capacité que vont avoir en fait nos publics de s'approprier leur propre culture. Et je me souviens même d'une émission sur une célèbre radio, on ne va pas faire de publicité, et où on entendait des musiciens, des mélomanes faire des critiques extrêmement précises de certains opéras. Et alors, avec une petite pointe de provocation, je peux dire qu'ils avaient une expertise dans la façon d'écouter à la fois la manière dont les personnes chantaient, etc., qui était d'un niveau d'appropriation de cette culture-là qui pouvait dépasser de très loin ce que j'ai entendu de très grands artistes aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment, le public s'approprie sa culture et on le traduit dans les conservatoires déjà par le fait d'intégrer un certain nombre de choses. Les conservatoires ne sont plus que les représentants d'une seule esthétique, même s'il y a encore
je le souligne aussi, une tendance à avoir dans les conservatoires essentiellement par exemple les instruments de l'orchestre, ce qui peut poser la question à un moment de pourquoi est-ce qu'on a ce choix-là. Ça peut être une question de service public, c'est un choix qu'on a le droit de faire. Il y a un moment, on peut se dire, face à, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la présence du rap dans les écoutes, mais très bien, il y a une puissance derrière médiatique, financière, qui permet de mettre en avant certains contenus et pas d'autres. Et puis, le service public, ça peut être aussi défendre ce qui est moins accessible parce que ça a le droit d'exister au même titre que les autres. Et ce sont des choix qui sont tout à fait intéressants à voir. Et donc, voilà, je me perds un petit peu maintenant dans mon parcours, mais je pense que j'ai répondu à peu près à votre question. Oui, tout à fait. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, mais je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais moi, ça me fait penser à vous, Marianne Blaillot. Dans les orchestres à l'école, ça touche des personnes qui sont parfois assez éloignées des conservatoires, comme on a pu le voir. Est-ce que les conservatoires, en conséquence, changent leur manière de fonctionner quand ils font orchestre à l'école ? Oui, parce qu'en fait, les professeurs qui viennent dans l'orchestre à l'école, comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe de professeurs. Déjà, donc ça, c'est pas des professeurs qui viennent uniquement pour avoir enseigné la technique de leur instrument, mais ils doivent travailler tous ensemble au service de l'orchestre et en tenant compte des enfants qu'on a en face, parce qu'un orchestre école, c'est une classe entière qui fait orchestre. Dans cette classe, il y a tous les profils, toutes les formes d'intelligence, tous les profils. Il y a aussi l'inclusion des enfants avec handicap, puisque dans l'éducation nationale, on intègre aussi ces enfants dans les classes. Et donc, ça nécessite une approche complètement différente, puisque dans les instruments, tous les instruments n'avancent pas à la même vitesse. Déjà, il y a des instruments qui permettent d'aller très vite et de faire beaucoup de notes, d'autres qui nécessitent, qui ne permettent pas la même chose et qui nécessitent une approche différente. Et donc, il faut que tous ces professeurs travaillent avec l'éducation nationale en s'adaptant à chaque enfant, à l'avancement de chaque enfant et à la particularité de chaque instrument au service d'un morceau d'orchestre. Et donc ça force les professeurs à aborder la pédagogie de façon différente. Et le retour qu'on a, alors il n'est pas exhaustif, mais c'est que quand un conservatoire a des professeurs qui participent à un orchestre à école, ça change aussi la façon d'enseigner au sein du conservatoire. Il y a déjà beaucoup plus de cours collectifs qui apparaissent, effectivement la formation musicale avec l'instrument, peut-être ne pas mettre tout de suite la partition pour tout le monde, on peut commencer par une limitation et introduire le codage un peu plus tard. Enfin, après, chacun s'en empare comme il entend, mais on a des retours, nous, des conservatoires qui disent clairement qu'ils n'abordent plus le premier cycle, en tout cas, de la même façon qu'avant. Oui, sur ces questions d'éducation artistique et culturelle, je me tourne vers vous deux. Pourquoi est-ce que les conservatoires font ça hors de leur mur? Est-ce que ça fait vraiment partie de leur mission? C'est plutôt aux professionnels qu'il faudrait poser la question, mais en tout cas, parce que j'ai quand même un peu travaillé du côté des conservateurs aussi, je pense que cette question, vous l'expliquez très bien avec Orchestre à l'école, c'est aussi d'aller vers, c'est-à-dire effectivement, naturellement, il y a sans doute des gens qui s'empêchent, qui ne pensent pas que ça peut être pour eux ou pour leurs enfants et qui ne voient pas comment même imaginer un chemin vers. Voilà. Donc en fait, aller vers dans une classe qui effectivement réunit une diversité de profils, de sociologie, d'expériences culturelles et familiales, c'est aussi susciter l'envie et susciter la curiosité et peut-être ouvrir une porte. C'est ça qui me paraît essentiel. Et après, c'est vrai que cette question de lutter contre les discriminations, elle est évidemment
énorme et on a plutôt l'impression de vider l'océan Atlantique à la petite fourchette. Donc c'est vrai que c'est très compliqué cette question de lutter contre les discriminations. Il faut plutôt essayer de voir comment réduire au maximum quelque chose qui s'apparente à des stéréotypes ou à des préjugés en fait. Et donc c'est aussi les personnes qui sont porteuses de préjugés par rapport à où elles se situent. C'est pas juste quand on les regarde. Les préjugés, ils sont parfois encore plus grands et les personnes parfois s'empêchent de dépasser certains stéréotypes. Pour aller totalement dans le sens d'Irène, il y a cet effet du seuil. C'est pas pour moi, je vais pas au conservatoire, c'est pas pour moi, je vais pas au théâtre, c'est pas pour moi, je vais pas à l'opéra, c'est pas pour moi. Il y a un endroit où tous les enfants de ce pays sont et où ils savent que c'est pour eux, c'est l'école. Et donc c'est autre chose, c'est à l'école qu'il faut agir parce que là on est sûr de toucher tous les enfants. Et en fait la réponse elle est peut-être basique, mais elle est évidente. Dans notre constitution, on parle de citoyens. Mais on ne parle pas juste de citoyens, on parle de citoyens éclairés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de se comprendre, donc évidemment de parler la même langue, mais ça va au-delà de ça, de partager le même imaginaire, les mêmes références culturelles. Il ne faut pas avoir honte d'avoir que des instruments d'orchestre, parce que la transmission du patrimoine, elle reste une mission de service public. Donc c'est bien, c'est nécessaire. Donc, mais il faut aller effectivement au-delà. Mais l'éducation artistique et culturelle, elle permet aux enfants, à tous les enfants, d'oser imaginer le monde autrement, en fait. Et cette capacité à s'extraire de sa vie quotidienne pour aller vers un discours commun, un monde qu'on fabrique en commun. À l'orchestre, on fabrique un monde en commun, on fabrique des émotions en commun. Aujourd'hui, c'est très, très nécessaire. Aujourd'hui, notre société, elle est très abîmée. La cohésion sociale est très abîmée. On parle tout le temps de crise démocratique. Mais peut-être qu'il y a une crise démocratique, mais la première crise, c'est la crise sociétale. Notre société est malade. Notre société, elle est clivée, divisée. Les anthropologues, ils ont deux façons de définir l'existence d'une société. La première, c'est quand ils découvrent un rite ou une forme de culture. Alors en général, c'est un rite funéraire. Donc ils disent, bon, voilà, on a trouvé un tumulus. À ce moment-là, eh bien, il y avait une forme de société parce qu'il y avait une culture commune. La deuxième manière, et elle est très intéressante, c'est quand on retrouve un squelette avec un os ressoudé. Ça veut dire qu'autour de la personne blessée, il y avait un réseau d'entraide suffisant pour que pendant que son os se ressoudait, il puisse manger, être protégé, être accompagné. Et donc, une société, elle est définie par l'existence des liens entre les personnes. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux enfants quand on fait de l'EAC. C'est comment je t'écoute, comment mon instrument répond au tien, comment je joue au même rythme que toi, comment j'arrive à me syncoper avec toi. Toutes ces questions-là, elles sont très nécessaires. Et c'est pas un supplément d'âme. C'est ce qui fonde notre société. C'est les fondations de notre démocratie. Et la démocratie, c'est uniquement le moyen de s'entre-gouverner, de s'auto-gouverner, que se donne la société à elle-même. Donc s'il n'y a plus de société, il n'y a plus de démocratie. Et donc la première chose qu'il faut soigner, c'est la société. Et je pense que c'est ce qu'on fait quand on fait de l'EAC. Vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Ça me fait penser à votre exemple, Alain Baldocchi, à Cannes, où la mairie met en avant un fonctionnement 100% EAC. Comment ça se passe concrètement ? Alors le 100% EAC à la mairie de Cannes, c'est donc un label
qui a pour objectif que l'ensemble des enfants scolarisés à Cannes, de la maternelle, on va dire, jusqu'au lycée, mais en fait, dans l'esprit, je suis désolé, on est en période préélectorale, mais de mon maire, c'est aussi c'est quelque chose qui est tout au long de la vie. Et je dois dire que je suis bien obligé aussi de parler un petit peu de la position de mon maire sur l'apport de la culture qui fait société et qui est un ciment de la société. Et enfin voilà, son titre, le titre d'un de ses opus le dit bien, la culture nous sauvera tous. Alors c'est une vision politique. Mais effectivement, combien d'entre nous avons remarqué ou avons dit que pendant que les enfants pratiquent un art ensemble, et ça rejoint un petit peu ce que je voulais presque rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette puissance, je pense, un orchestre, entre guillemets, c'est un projet politique si on réfléchit bien. C'est que derrière la volonté de chacun d'aller à son meilleur niveau de manière individuelle, pour construire une œuvre collective, mais au service non pas d'une compétition. Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une coopération pour aboutir à cette œuvre. Donc là, on est dans le cadre d'un orchestre, un art. Ça peut être aussi dans le cadre de la danse. Le théâtre, évidemment, ne peut pas se passer de la complémentarité, sauf si on est sur des solos, évidemment, enfin, mais des différents acteurs qui vont jouer la pièce. Et c'est ce qui va faire œuvre, c'est cette complémentarité de chacun et le fait d'avoir apporté le meilleur de soi-même dans cette société. Si ce n'est pas un beau projet de société, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça la politique. La politique, c'est comment on vit dans la cité. C'est pas de la politique politicienne, c'est pas le premier sens. Donc oui, c'est la culture en soi. L'essence de la culture, c'est politique. Et mais allez-y si vous voulez revenir là-dessus. Pour finir donc sur la question du 100%, donc c'est en fait l'implication de l'ensemble des acteurs culturels du territoire dans des actions de médiation envers les enfants qui vont en fait, ça va beaucoup se passer dans les écoles évidemment, et justement parce que j'ai aussi cette conviction que c'est là où les enfants sont et qu'on peut vraiment dépasser tous ces effets de seuil et faire en sorte que l'ensemble de ce que peuvent apporter ces acteurs culturels, mais aussi scientifiques, hein, parce qu'il y a aussi de la culture scientifique, etc., eh bien, chaque enfant puisse se sentir autorisé et justement citoyen et prendre le chemin qui va le mener vers sa propre citoyenneté une fois à l'âge adulte. Et je pense que c'est un dispositif qui a fait, qui s'est répandu. Hein, ce label 100% AAC a été répandu dans de nombreuses villes. Hein, et on est très fiers en tout cas de pouvoir dire que sur certaines, en particulier dans le primaire, on a vraiment 100% des élèves qui chaque année ont plusieurs médiations autour de différents sujets culturels. Voilà. Non, moi, je voulais juste dire, effectivement, l'œuvre collective et la nécessité aussi de partager est extrêmement importante, mais elle ne peut pas excuser tout. C'est-à-dire que l'œuvre collective, elle part du principe du respect de l'autre et du respect de la dignité de l'autre. Parce que parfois, on est dans un secteur artistique, et il n'y a pas que le secteur artistique. Hein, il y a d'autres secteurs qui sont aussi dans cette problématique, mais en tout cas, parfois dans le secteur artistique, on pense que l'art justifie tout. Or, il faut quand même mettre au centre le rapport à l'autre, le respect de l'autre et la dignité de l'autre. C'est extrêmement important parce que sinon, on a affaire un peu à des effacements de certaines personnes ou de certaines identités. Et que ça soit dans le domaine de la discrimination ou des violences sexuelles et sexistes, c'est extrêmement grave. Et c'est renforcé par le fait que on est dans des domaines où le corps, et c'est un des seuls endroits en fait dans notre vie où le corps est si important. Et la musique, c'est le corps, la danse, c'est le corps, le théâtre, c'est le corps au milieu de la scène. Et cette dimension du corps, elle vient faciliter, sans doute, des glissements, des risques qui n'existent pas forcément ailleurs. Et donc, ça nous demande effectivement une vigilance absolument particulière et en tout cas d'avoir conscience qu'il y a un risque. Le premier pas, c'est la conscientisation. Hein. C'est pas... C'est à partir du moment où on est conscient du risque, déjà, il y en a moins, en fait.
Moi, je veux juste ajouter que si on veut que ça soit efficace et impactant pour les enfants, ça nécessite aussi d'adapter complètement la pédagogie, le matériel pédagogique. Dans l'orchestre, c'est l'arrangement. Si on veut que chaque enfant se sente en situation de réussite, puisqu'on a des enfants qui ont des capacités vraiment très différentes, c'est d'avoir vraiment du matériel pédagogique sur mesure pour chaque enfant. Et c'est là la condition pour que chacun trouve sa place dans le groupe et puisse être en situation de réussite et donc admirer aussi et mériter les applaudissements. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces riches débats. On n'a plus énormément de temps, alors je vais passer aux questions avec le public. J'imagine que ça vous évoque quelques questions. David Laloz, donc président de la Fédération française de l'enseignement artistique, maintenant et éducation artistique. Ma question elle va vers vous, Irène. En fait, je réagis à une remarque. J'adore toujours l'approche très large de Marie-Claire sur les questions de l'EAC, des droits culturels. Et je me souviens, lors d'une recherche que j'avais menée il y a quelques années à Nice, j'avais étudié les politiques culturelles en France. Et il me semble, je vais peut-être la trahir, c'est pour ça que je prends des précautions, que André Malraux, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités au ministère de la Culture, avait eu une phrase en ce sens, en tout cas dans l'esprit, il faut faire à la culture ce que Ferry a fait à l'école. Et là, ma question vient vers vous. Marie-Claire a évoqué le fait que dans l'école, effectivement, c'était un lieu, effectivement, et Marianne travaille bien avec ses équipes et les enseignants et les collectivités locales et l'État pour vraiment faire que l'éducation artistique et culturelle puisse être dans des endroits qui sont le cœur de l'éducation en France, de l'école de la République. Mais je pense quand même, et je me positionne légèrement différemment de toi, Marie-Claire, et je voulais savoir ce que vous en pensez, que nos établissements d'enseignement artistique, sur les pratiques artistiques, sont les lieux idéaux et qu'effectivement, il y a des politiques hors les murs, il y a avec l'école, mais je ne crois pas que ce soit que l'école. Ou alors, à ce moment-là, on devient, je ne sais pas, le ministère de l'instruction, on en a parlé entre nous, et on fait ensemble culture et éducation dans un même ministère ou une forme commune. Alors, je sais, la question est complexe et je voulais avoir votre regard. Alors avant Malraux, il y a eu Jean Zay, donc effectivement, qui était un peu dans cette posture-là. M'appartient pas de répondre ce que le ministère pourrait, comment le ministère pourrait regarder aussi du côté de la large démocratisation que représente l'éducation nationale. Après, certes, les conservatoires et les établissements d'enseignement artistique plus largement sont des endroits de démocratisation. La question quand même, toujours, c'est comment on trouve le chemin. Mais c'est pareil pour le théâtre, c'est pareil pour l'opéra, c'est pareil pour la salle de concert. Voilà, la question, c'est une question récurrente pour le ministère de la Culture. C'est pareil pour les musées, évidemment. Voilà. C'est une question récurrente pour le ministère de la Culture. Même le cinéma, il faut trouver la porte. Et il faut s'y sentir légitime, en fait. La question de la légitimité, elle est extrêmement forte. Comment on pousse la porte d'une librairie, enfin tout ça est évidemment très documenté et il y a beaucoup d'écrits là-dessus et nous avons un département d'études et prospectives qui sort régulièrement des études et une analyse sur les pratiques culturelles des Français. Bon, voilà, on voit bien quand même qu'il y a une difficulté à aller vers certaines pratiques et qu'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, effectivement, la chose la plus facile, c'est d'ouvrir son téléphone et d'être sur les réseaux sociaux. Et quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande majorité des jeunes considèrent que la culture, c'est les réseaux sociaux, y compris avec des extraits qui peuvent figurer sur TikTok ou d'autres réseaux, de certaines œuvres ou des commentaires de certaines œuvres, ce qui est encore plus compliqué. Donc il faut quand même avoir en tête ça. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de comment on rend accessible. Ça ne veut pas dire qu'on a des forteresses, ça veut simplement dire que parfois, il est compliqué de pousser une porte, il est aussi compliqué d'aller vers. Alors évidemment, ça dépend dans quelle ville on est, mais il y a aussi la question du transport, de comment on sort de son quartier, on sort de son environnement familier pour aller vers l'établissement qui
ou dispensent de l'éducation ou de l'enseignement artistique, ou proposent des concerts. C'est pas si évident que ça. Et on voit bien que cette question quand même de barrière, elle existe à tout âge. Et il n'est jamais trop tard d'ailleurs pour abaisser la barrière. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se dire qu'il est nécessaire d'aller vers pour laisser le libre arbitre, parce qu'en fait après, effectivement c'est le choix de la personne, mais encore faut-il qu'elle sache que ça existe pour pouvoir choisir ensuite de fréquenter ou pas, de pratiquer ou pas. Je rebondis aussi sur cette remarque, David, parce que il y a une complémentarité dans l'éducation artistique et culturelle et l'enseignement artistique spécialisé, au même titre que l'ensemble des dispositifs qui existent. Souvent, dans nos réunions aussi, on commence à dire que, par exemple, l'enseignement artistique spécialisé est une composante de l'éducation artistique et culturelle, d'une certaine manière. Et justement, c'est à nous, conservatoires, d'organiser d'une certaine manière nos dispositifs et que les enseignants soient de plus en plus formés sur les questions de ce qu'on appelle l'EAC, qu'on pourrait redéfinir d'une manière aussi au niveau du périmètre que recouvre cette dénomination, sur un travail de terrain dans les écoles notamment, et sur comment faire franchir le seuil justement pour ensuite rejoindre l'enseignement artistique spécialisé. Donc, et c'est, je pense, dans nos discussions, on avait eu justement avec le ministère, pas plus loin que dans notre dernière réunion, un échange à ce sujet. Ça fait partie de l'accroissement de la charge qui pèse sur les établissements, sur les enseignants, et qu'il faut aujourd'hui adapter. Je crois que tu as raison, David, de replacer. Alors, moi, j'ai pas dit que c'était l'alpha et l'oméga, l'EAC. C'est pas ça que j'ai dit, attention. Mais je crois que tu as remis la question au bon endroit. Depuis Malraux, les politiques culturelles, elles ont quand même énormément évolué, déjà par cette introduction des droits culturels qui n'existait pas à l'époque. Donc ça repense l'architecture de façon globale. Et puis pendant des décennies, on a pensé qu'il y avait un progrès constant dans les politiques culturelles, c'est-à-dire qu'il y avait une politique qui chassait l'autre et qu'on progressait à chaque fois. Ce qu'on constate quand même depuis une dizaine d'années, c'est qu'en réalité, il faut toutes les mener en même temps. Et que l'EAC ne remplace pas l'enseignement artistique spécialisé et vice-versa. C'est pas le pain ou le beurre, c'est la tartine de beurre, quoi. Et on a besoin de l'ensemble, en réalité. Et là, on ne parle que des enfants. Mais la question de la massification de l'enseignement artistique, comme on a massifié l'éducation à l'éducation nationale, c'est aussi une question de budget. Évidemment qu'on aimerait que tous les enfants et tous les adultes de ce pays puissent avoir une pratique artistique, des pratiques culturelles diverses et variées et pas que commerciales. Enfin, la question, c'est aussi celle du budget. Mais tant qu'on n'a pas, dans le monde politique, je suis désolée, mon point n'est pas du tout politicien, mais tant qu'on n'a pas cette conscience chez les personnes qui prennent des décisions, que la culture, c'est le fondement, les fondations, et qu'on ne prend pas des pierres dans les fondations en espérant que le mur, on va pouvoir le monter plus haut, on n'arrivera à rien, en fait. Donc cette question-là, on ne l'a pas évoquée, mais et elle fend le cœur de tout le monde, elle fend le cœur des associations, elle fend le cœur des directeurs de conservatoires, elle fend le cœur des administratifs du ministère de la Culture. De la même façon, cette espèce d'incapacitation de pouvoir aller au bout de ce qu'on est en train de faire tous ensemble, évidemment qu'elle nous frustre tous. Mais à un moment, il faut l'évoquer et il faut arriver à le porter tous ensemble, en fait. Encore peut-être une ou deux questions. Bon, peut-être plus une remarque, un sentiment que j'ai envie de partager. D'abord, je souscris beaucoup à ce que vous avez dit. Je trouve que c'est très apaisant, en fait, cette vision de la société qui, par certains côtés, peut-être peut sembler idéaliste. Alors, je ne pense pas qu'elle l'est, mais il faut aussi lutter contre toutes les dérives idéologiques qui créent de l'exclusion, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient... Moi, j'avais envie de rebondir, questionner sur la question des VHSS. Comme je vous le disais juste avant, là, j'y suis particulièrement sensibilisé parce qu'on m'a demandé d'intervenir dessus il y a quelques semaines encore.
Mais j'avais envie de souligner aussi le fait que, alors évidemment, j'avais lu la circulaire ministérielle de Rachida Dati là, sur le plan de lutte contre les VHSS, c'est point de départ, j'ai envie de dire, enfin, même si c'est déjà dans le SNOP avant. Mais j'ai envie aussi de rappeler le contexte dans lequel on est aujourd'hui. J'étais à une conférence récemment. On a aujourd'hui des enfants qui, dès l'âge de 11 ans, ont accès aux sites pornographiques. Là, je questionne l'État aussi par rapport à ça, avec tous les désastres que ça crée. Donc évidemment, il faut aller essayer de réduire les trous dans la raquette parce que, par rapport au VHSS, parce que chaque victime est une victime de trop, ça c'est sûr. Mais en amont, j'ai envie de dire de façon positive, le fait que des enfants participent à l'EAC, pratiquent un instrument, chantent dans une chorale, eh bien, je pense que ça contribue à la construction d'un moi suffisamment solide aussi chez certains pour refuser ça. Et je crois qu'il y a un enjeu éducatif aussi chez les jeunes. Alors c'est toute une mission des parents, de tout ça, mais quand on a... Je crois aussi que dans la façon dont on vit l'apprentissage, la socialisation, il peut se construire un moi qui fait qu'un jeune, à un moment donné, peut se dire « ça, j'en veux pas ». Et je crois qu'il y a aussi des gens qui ont des jeunes qui ont aussi cette capacité de lutter contre ces influences, malheureusement, qui semblent complètement envahissantes à des échelles très très inquiétantes pour le lien social, justement, parce que on sait tous, enfin c'est une évidence que ce type d'activité a des visées commerciales. Il paraît que c'est plus de 30% de la bande passante sur Internet, c'est la pornographie en volume. Donc c'est quand même ahurissant de se dire ça. Et pardon, derrière le côté commercial, mais c'est des jeunes qui sont abîmés pour toute la vie aussi, parce que ça va à l'encontre de ce qu'est la relation justement dont on a parlé. Et qui se vit quand on participe à un projet comme ça, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, Alors, je ne serais pas aussi optimiste que vous. Je pense que même les adultes, il se trouve que je suis écoutante aussi, et même les adultes, ils sont suffisamment détruits par les violences sexuelles pour ne plus savoir qu'ils peuvent dire non, en fait. Donc, c'est très difficile de dire non. C'est vraiment une atteinte forte psychologique. Et donc, en fait, je pense qu'il faut... bien sûr, il y a la pornographie, bien sûr, il faut lutter contre les stéréotypes aussi, hein, parce que ça contribue aussi, et l'égalité femmes-hommes, ça fait aussi avancer une prise de conscience du respect de l'autre. Mais pour pouvoir vraiment lutter efficacement contre les VHSS, y compris celles qui se font à l'extérieur de l'établissement, puisque tout à l'heure, je disais 77% des violences faites aux enfants se font dans le cadre familial. Mais nous pouvons tous être face à ça à un moment donné, d'un gamin qui trouve un havre à un endroit et qui livre ce qu'il vit à l'école ou chez lui. Il faut donc être préparé à ça. Donc déjà, il faut absolument que les personnes, enfants ou adultes, qui sont témoins ou victimes, puissent parler quelque part. C'est tout bête, mais afficher le 119 dans tous les conservatoires, dans tous les établissements d'enseignement et d'éducation artistique, ça serait déjà une chose. Le 119, c'est Enfance en danger. C'est un numéro que les enfants peuvent appeler avec leur portable et qui n'est pas détectable par leurs parents. C'est un numéro qui ne s'affiche pas dans l'historique. Il y a des gens qui sont... Attention, il ne faut pas se mettre à écouter si on ne sait pas écouter, parce que c'est pire que tout. Donc, il faut pouvoir envoyer vers des professionnels. Il y a des collectivités aujourd'hui, j'en connais, qui ont mis en place un dispositif d'alerte. C'est aussi possible. Mais en tout cas, au moins le 119. Et ensuite, il faut que les adultes apprennent à déceler les signaux faibles. Parce que oui, peut-être que le petit machin qui a l'air de végéter, de ne plus faire de progrès, qui a l'air d'être fatigué tout le temps, il a un problème. Donc en fait, il faut détecter des signaux faibles et si évidemment l'établissement est impliqué dans le problème, là il faut agir rapidement. Et évidemment avec la collectivité, évidemment en responsabilité avec les personnes qui doivent assumer les responsabilités. Il n'est pas question de faire des actions, certes sans doute généreuses ou sous le coup de l'émotion, mais qui peuvent apporter encore du trouble au trouble. Donc en fait, aujourd'hui, il y a quand même un groupe de travail qui se met en place dans le cadre du SNOP, qui va essayer de faire des propositions d'outils
Parce que même si des établissements se sont emparés de la charte éthique pour dire, dans la charte éthique, il faut qu'il y ait un volet VHSS, l'idée c'est de construire un peu des outils, y compris d'ailleurs qui s'adresseraient de façon succincte mais claire à des enfants, parce que parfois il faut dire aussi aux enfants, aux adolescents, ce que tu vis là n'est pas normal, et qui s'adresse aussi aux parents pour, à un moment donné, que les parents sachent qu'il y a un protocole, et que peut-être ce protocole-là, à un moment donné, va révéler quelque chose. Encore une fois, ça peut être du harcèlement scolaire ou du harcèlement en ligne que vivent les jeunes, et qui n'a rien à voir avec le conservatoire, mais le conservatoire peut être l'endroit où il livre une parole. Moi, je souscris complètement à ce que vous dites. Je voudrais juste terminer, moi, pour dire que c'est vrai que les conservatoires, c'est aussi un lieu de dépôt de cette parole. Des enfants qui sont à l'école, qui vivent du harcèlement scolaire, déjà, rien que ça, cette forme d'emprise, et qui ne peuvent pas qui peuvent pas le dire en dehors ou qui viennent le dire aux professeurs de musique. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est que ça soit un espace, que le fait que ça soit un espace éthique, ça ouvre un lieu, un espace où l'enfant peut grandir en toute confiance et en toute sérénité. Et la question de je peux dire non, je partage totalement l'opinion d'Irène. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que la confiance en soi qui peut être générée par le fait de pratiquer en commun un instrument ne peut que aller dans le bon sens. Elle ne sera pas forcément suffisante, mais la construction de la confiance en soi, elle fortifie l'individu pour tout son avenir. Ça serait trop complexe de rentrer dans trop de situations, mais ce qui est aussi très compliqué, c'est quand un enfant se livre à un de ses copains. Et ça, c'est aussi très compliqué pour le dépositaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et ce qui se vit aujourd'hui dans les écoles d'enseignement supérieur qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, c'est beaucoup d'histoires entre étudiants. Alors là, on peut avoir affaire à des adultes, hein. Mais quand même, les cas les plus complexes à gérer, c'est quand il y a des problèmes entre étudiants, y compris des violences intrafamiliales entre étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui vivent ensemble. Et là, effectivement, c'est très compliqué, parce que c'est un sujet de fracture de la promo ou du collectif, et c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc effectivement, ça demande aussi une équipe autour qui soit bien structurée dans la façon de prendre en charge le problème et dans la réponse à apporter, y compris externe, sur le plan de l'assistance psychologique, etc. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé à échéance du temps. Je ne sais pas si on a encore... Bon, bah, allez-y alors. Juste une information par rapport à ce que vous venez de dire et sur la manière que les enfants peuvent avoir de s'exprimer, d'exprimer ce qui peut leur arriver. Comme on a un regard européen, et donc je le livre au ministère de la Culture, et peut-être on peut y travailler ensemble avec la FFEA, nos collègues allemands, l'association allemande des écoles de musique, c'est presque 1000 établissements, a produit sous forme de bande dessinée un protocole d'alerte qui s'adresse vraiment aux enfants et qui est affiché dans toutes les écoles, ou la plupart des écoles en Allemagne. Et je trouve que ce serait un beau complément du 119. Voilà, parce qu'il y a aussi une manière de s'adresser aux enfants et de leur dire voilà quelle est la possibilité que vous avez de vous exprimer. Alors, ça peut être une bonne piste. On en avait parlé avec le président, donc pourquoi pas. Par ailleurs, il faut que vous sachiez quand même qu'il y a des ressources. Par exemple, il y a une mission interministérielle qui s'appelle la MIPROF, qui fait de la prévention contre les violences faites aux femmes et la traite des humains. Donc voilà, et qui inclut donc les enfants aussi. Et donc la MIPROF a des kits qui sont extrêmement intéressants. Je vous dis ça parce que on est en discussion. Ça fait partie des délégations interministérielles avec lesquelles je suis en dialogue. Et donc, il y a récemment eu... Alors, ils travaillent avec des réalisateurs et des réalisatrices, et donc ils font des petits films sur des situations. Jusqu'à présent, ils avaient beaucoup fait de petits films sur des situations de violence au travail, donc destinés aux adultes. Et ils ont récemment fait un petit film avec le ministère des Sports sur une situation de jeunes femmes qui vient d'avoir le BAFA, qui est animatrice pour la première fois dans un centre d'hébergement de mineurs et qui est face à une situation avec un animateur et un mineur.
et qui, donc ce film est extrêmement bien fait, je vous encourage à le regarder. Si vous tapez MIPROF, vous n'allez pas tomber sur le site de la MIPROF, mais sur quelque chose qui s'appelle « Arrêtons les violences ». Ça s'appelle Selma, ce film, il est extrêmement efficace, et je pense que ça pourrait être intéressant, pour aller dans votre sens, hein, à un moment donné, qu'on puisse faire aussi avec la MIPROF un film qui concerne la situation de transmission et de situation qui peut être celle d'enfants dans des conservatoires ou dans des situations de transmission. Parce que ça fait prendre conscience non seulement des mécanismes, puisque en l'occurrence dans ce film on voit aussi la mécanique de l'agresseur qui est quand même pas inintéressante. Ce film est regardable par tout le monde, hein. Quand je vous parle de l'agresseur et tout, on ne voit rien, enfin je veux dire, mais c'est aussi intéressant de voir que la jeune femme qui finit par quand même dénoncer, appeler quand même quelqu'un pour dire il se passe quelque chose qui n'est pas normal, à un moment donné, elle a besoin de se décharger de cette responsabilité. C'est très difficile de porter la responsabilité d'avoir dénoncé des faits, et donc c'est extrêmement bien fait ce film. Je fais un peu de teasing, mais il faut que vous alliez le voir, parce que là aussi, le film conclut à ce qu'il faut dire à quelqu'un qui a signalé, en fait, pour le décharger à un moment donné de la responsabilité d'avoir à accompagner jusqu'au bout quelque chose. À un moment donné, il faut le décharger de la responsabilité et dire on s'en occupe. Et c'est vraiment un film intéressant, et je pense que ça pourrait être aussi intéressant à creuser. Et évidemment, on pourrait, en tant que ministère de la Culture, être complètement à la manœuvre pour financer ce film, etc. Mais évidemment, tous les outils sont les bienvenus, et les BD, c'est une bonne idée. Il y a aussi pour les adultes, hein, vous savez, moi j'ai en tête une campagne du Louvre qui est extrêmement efficace en direction des agents du Louvre, qui utilisent les œuvres comme Mona Lisa ou La Victoire de Samothrace pour expliquer ce que c'est que le sexisme ordinaire. C'est extrêmement efficace, hein. Je tiens à vous remercier pour ce moment d'échange où toutes les pensées, les paroles, le ressenti sont exprimés. Vraiment, je suis honoré de votre présence, Madame Basilis. Vraiment, je trouve votre engagement au niveau du ministère vraiment très clair, structuré, très bienveillant à l'égard des citoyens. Je rejoins André sur certains côtés, sur le rôle de nos établissements et comment on œuvre au quotidien avec respect, amour et bienveillance. Mais quand même, je tiens à apporter mon témoignage qu'on ne fera jamais assez pour protéger et accompagner les citoyens dans leur bien-être et la préservation de leur intégrité physique et morale, et que, fort de tous les regards qu'on peut partager ensemble, la FFEA sera aux côtés de chacun pour œuvrer au quotidien à la bonne évolution des êtres, mais de manière complète. Voilà. Et je vous remercie beaucoup, je remercie Valentin. Merci beaucoup tout le monde. Donc c'est le... Non, c'est à toi de prendre la parole. Bien. Je viens à t'écouter. Merci, pas de problème. On clôture. Alors, ton regard. Tu veux que je te pose des questions? Non. Allez. Bien, je tiens à tous vous remercier pour votre attention portée au sujet de ce congrès. Moi, je peux vous parler de la journée de demain. Demain, on va parler de choses sérieuses. Parce que les bébés, c'est sérieux. Et il va falloir aller chercher en chacun de vous la part du bébé qui est en vous pour prêter attention à tous ces regards, à tout ce qui va vous apparaître sans que rien ne soit dit. Et ma chère Hélène Dru, qui est là, fera l'atelier demain. Et c'est vrai que tout se joue sur le non-dit. C'est vraiment ce regard à porter sur les échanges, sur les rires, sur la joie qui transparaît à travers le regard. Et ça vous rappellera quelque chose. J'ai un micro. Non. Déjà, je suis très content de comment dirais-je, du climat de la relation qu'on installe ensemble. Et demain matin, on va avoir pour une première fois, je crois en France, un événement. On va essayer de partager ces émotions, avec les enfants, sans parler, avec beaucoup de tranquillité, de calme, pour ne pas les perturber,
Donc on va être acteurs avec eux de leur bien-être et on va pouvoir le filmer. Et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à nous rejoindre demain matin en suivant le programme. Et je vais faire du teasing aussi qui est sur le site Fédération Française d'Enseignement Artistique. Pas d'automobile, hein. Parfois... C'est intéressant aussi, mais là, c'est pas le sujet. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu l'occasion, grâce à nos collègues du Luxembourgeois et à l'EMU, de participer à une démonstration à Grevenmacher avec un atelier fait pour les bébés. Et je dois reconnaître que s'il y a quelques années, j'en voyais pas l'intérêt parce que ça m'était étranger, en fait. C'était une approche pédagogique que je ne connaissais pas et qui vient de Scandinavie, de Finlande notamment. Je vous assure, c'est vraiment passionnant et ça change un peu le regard et, on va dire, accompagner dès le plus jeune âge, très tôt et jusqu'au bout de la vie, les êtres dans le développement de leur sens, de leur émotion, de leur capacité et de les sociabiliser dès le début avec les parents. C'est un moment super. Je vous invite tous demain matin à être présents. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie tout le monde. Et je vous dis à demain. Merci.